On peut démarrer ? Oui. Les micros sont allumés, oui, vous m'entendez ? Oui. Parfait. Bien. Donc, je suis Frédérique Lecomte, je suis déléguée générale mécénat pour l'ONF et directrice du tout nouveau fonds de dotation créé fin 2019. Je dis tout nouveau parce qu'avec cette crise Covid, on a eu un espace-temps un petit peu modifié. Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier. L'objet de cet atelier, c'est de répondre à une question assez pratique. Comment mon entreprise peut-elle agir concrètement pour la forêt française et l'environnement avec l'ONF ? Un petit point technique, si vous avez des questions à poser, je pense que maintenant, on est quasiment à la dernière demi-journée du salon, donc vous maîtrisez les questions par le petit module, et sinon la salle étant petite, n'hésitez pas à la fin des interventions à nous poser vos questions. Donc rapidement, l'Office national des forêts, c'est un établissement public qui est gestionnaire des forêts publiques françaises, c'est-à-dire les forêts domaniales, celles qui appartiennent à l'État, et les forêts des collectivités, communes, départements, etc. Ces forêts publiques représentent 11 millions d'hectares. Ça représente en fait 25% de la forêt française, les 75% restants étant privés. Aujourd'hui, la forêt française se trouve face à des enjeux majeurs. Vous avez pu entendre sans doute dans les médias toute la problématique du dépérissement de nos forêts suite à 2 années difficiles de sécheresse, des attaques sanitaires. On est soumis à des aléas climatiques, tout récemment des feux de forêt. Et cette forêt française et cette forêt, d'une manière générale, est un élément essentiel, fondamental pour la planète et pour notre avenir. Et donc, on est aujourd'hui face à des enjeux majeurs, celui du changement climatique, celui de la perte de biodiversité, c'est le thème de ProDurable cette année. Et les entreprises y sont bien sûr très sensibles, comme tout à chacun, tout citoyen. Alors, l'ONF est engagé depuis une trentaine d'années de manière organisée, mais on verra tout à l'heure que depuis plus longtemps encore, est engagé dans des partenariats avec des entreprises. Et aujourd'hui, on a une quarantaine d'entreprises, soit parrains, mécènes, avec nous, pour faire face effectivement à ces enjeux et nous permettre d'aller plus vite et plus loin pour y répondre. Alors, on propose différentes modalités en fait, de partenariat avec les entreprises, des prestations, on va voir tout à l'heure avec nos intervenants, du mécénat, du parrainage, des projets carbone aussi. Et ces projets sont concrets, ils sont ancrés dans les territoires, puisque les forêts sont dans des territoires et elles sont un élément très important du développement de ces territoires. Et sont de différentes thématiques, des thématiques qui illustrent la très grande richesse des services écosystémiques rendus par la forêt. On va trouver des projets de plantation de régénération, c'est le grand objectif, mais on va trouver aussi des projets de biodiversité, des projets sur l'accueil du public, sur le patrimoine historique et culturel, sur l'innovation, donc toute une multitude. Et donc pour en parler, on a choisi d'illustrer finalement ces différentes modalités en laissant la parole à nos partenaires, parce que finalement c'est eux qui parlent le mieux de notre travail. Donc on accueille Karima Aftis, responsable de marque chez Guigoz. Pardon, je n'ai pas passé ma diapo. Sabine Desno, directrice exécutive R&D, innovation RSE chez Gessina. Bonjour. Et Clément Lesca, secrétaire général d'AXA à tout cœur. Voilà. Donc, je vais vous laisser présenter chacun votre entreprise, ses engagements et puis notre partenariat en quelques minutes. Donc, Karima, je vous laisse la parole. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Donc, les laboratoires Guigoz, c'est le plus vieux mécène de l'ONF. On était premier mécène. On a démarré en fait une collaboration avec l'ONF en 1971. Donc ça a commencé en fait par la distribution de graines aux jeunes mamans et on a ensuite fait évoluer ce partenariat en 1991 en permettant en fait aux parents de planter un arbre à la naissance de leur enfant.
Donc c'est pour nous un acte symbolique, très important aussi pour notre marque, puisque on est vraiment dans l'épanouissement du bébé et dans un environnement sain. Du coup, c'était important pour nous d'avoir ce type d'action environnementale. Et aujourd'hui, on voit bien que ces actions symboliques, ça devient aussi des actes très utiles pour la société dans la préservation des forêts françaises et dans toutes les thématiques de biodiversité et de décarbonation auxquelles on adhère parfaitement, puisqu'on fait aussi partie des entreprises qui nous engageons pour avoir un net zéro carbone avant 2050, je l'espère. Et cette démarche qu'on entame avec un bébé, un arbre, on compte bien évidemment dessus pour pouvoir, et sur le partenariat avec l'ONF, du coup, pour pouvoir atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Merci. Sabine, je vous laisse la parole. Donc Sabine Desnaux, je travaille pour une société qui s'appelle Gessina. Gessina est une foncière immobilière, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc nous sommes propriétaires d'actifs immobiliers qui sont des bureaux, d'une part. Donc on est le plus gros propriétaire de bureaux en Europe, mais avec des bureaux qui sont situés plutôt dans Paris. Et nous sommes propriétaires de logements aussi. On est un gros propriétaire de logements dans Paris aussi, essentiellement. On a une politique de développement durable qui est assez ambitieuse et depuis un certain temps, mais encore plus avec notre directrice générale qui est très très engagée sur ces sujets et de façon très large, c'est-à-dire à la fois sur des dimensions très environnementales et puis globalement sur l'impact que peut avoir notre entreprise sur la cité au sens large. Si je focus sur des aspects environnementaux, on travaille vraiment sur 4 piliers que sont le bas carbone, l'économie circulaire, le bien-être et la biodiversité. Et historiquement, on a travaillé très fortement la biodiversité. À titre d'exemple, on fait intervenir des écologues sur chacun de nos chantiers, enfin, on s'inscrit dans des trames vertes, etc. Enfin, c'est des démarches un peu particulières pour un acteur de l'immobilier. Et par ailleurs, nous avons une fondation. Et notamment par le biais de la fondation, nous travaillons beaucoup, enfin, nous avons financé, aidé, soutenu l'ONF. Alors, pas depuis 50 ans, on n'a pas ce track record-là, mais on est quand même un partenaire historique parce que ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui qu'on travaille avec l'ONF, qu'on est du coup le plus gros financeur en Île-de-France, en tout cas, de projets. Et puis, et je développerai un peu par la suite, on a mis en place aussi des journées solidaires chez nous où on a des collaborateurs qui ont été amenés à travailler avec l'ONF ou sur certaines de nos opérations aussi qui sont boisées quand elles le sont. Alors il n'y en a pas énormément dans Paris, mais dès qu'on sort un peu de Paris, on travaille aussi avec l'ONF. Merci. Clément, à vous. Merci Frédéric. Un petit mot sur ce que fait AXA au niveau de l'environnement, puis après je vous parlerai du partenariat avec l'ONF. Au niveau AXA, donc on est, je dirais, impliqué à 3 niveaux, en tant qu'assureur, en tant qu'investisseur et en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, c'est tout ce qui est gestion des bâtiments, toute la partie immobilière, pour bien sûr tâcher de réduire tout ce qui est émissions de gaz carbonique. Au niveau de AXA en tant qu'investisseur, donc on est un acteur important sur tout ce qui est gestion active, à travers notamment l'assurance vie. Et donc là-dessus, on essaie vraiment de sortir de tout ce qui est carboné, tout ce qui est charbon, et de faire beaucoup d'investissements dans des fonds qui financent le développement durable, la transition écologique. Et enfin, en tant qu'assureur, on va faire beaucoup d'assurances avec par exemple des tarifs préférentiels pour les véhicules verts. On va aussi encourager, on est bien sûr un assureur auto important, l'usage de pièces de seconde peau. C'est-à-dire en carrosserie, quand on a un accident, on peut soit acheter des pièces neuves, soit acheter des pièces en fait, qui ont déjà été posées sur une voiture mais qui sont encore en bon état. Donc on essaie d'encourager ça aussi dans nos réparations. Donc voilà pour AXA au niveau, je dirais, assureur, investisseur et puis entreprise responsable. Après, au niveau de l'ONF, alors nous, ça fait 6 ans qu'on est en partenariat avec l'ONF et on en est très heureux. On est vraiment ravis. Là, en 6 ans, il y a eu donc 5200 collaborateurs qui ont pu bénéficier en fait, d'actions avec vous. Donc c'est des chantiers nature, des chantiers écologiques dont je pourrais vous reparler tout à l'heure. Juste pour vous dire qu'on a un partenariat du coup de soutien, de collaboration, de partenariat, donc chaque année, qui nous aide notamment à financer en partie l'école de la campagne et de la forêt, donc qui est à Marie-le-Roi, et donc qui est une école qui accueille bien sûr des jeunes. Voilà, c'est tout ce qui est, ça fait de l'accueil scolaire pour des jeunes, pour les sensibiliser à ces questions de l'environnement, de la forêt en général.
Voilà pour ma part. Merci. Donc on voit à travers ces présentations rapides que les engagements des entreprises sont au cœur des sujets qui nous préoccupent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger aussi le rôle de l'entreprise comme un acteur incontournable pour faire évoluer les pratiques, pour faire évoluer les mentalités et finalement pour contribuer au développement du monde de demain. Voilà, donc ce rôle de l'entreprise à nos côtés est effectivement extrêmement important, puisque nous, ça nous permet aussi, en tant qu'établissement public, d'être au contact à travers les entreprises des attentes de la société et de faire passer un certain nombre de messages. Donc pour illustrer toute la richesse de ces partenariats, j'ai choisi 3 thématiques. Donc la première, c'est les team building solitaires. Pardon. Un oxymore, la langue à fourcher. Un bel oxymore, le team building Ça, c'est solitaire. depuis le confinement, c'est le team Voilà, building. c'est ça en fait. C'est une réminiscence de nos modes de vie derniers. Les team building solidaires, un sujet sur replanter la forêt de demain, et puis éduquer et sensibiliser à la biodiversité. Donc, sur les team building solidaires, Gecina et AXA ont participé à ce type de chantier. Et donc, j'avais une première question pour Clément. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient, selon vous, quels ont été les impacts de ces chantiers nature en forêt, tant pour la forêt et l'ONF que pour votre entreprise? Oui. Alors déjà pour resituer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme de team building solidaire. J'imagine que peut-être vous faites ça dans vos entreprises. Au cas où, je l'explique en 2 mots. Donc, à AXA Tout Cœur, on travaille sur 3 thématiques. Donc, la protection de l'environnement, on en parle, mais aussi la lutte contre l'exclusion et puis la prévention des risques et l'éducation à la santé. Donc, ça, c'est nos 3 motifs d'intervention. Et après, on a 4 types d'actions. Donc, on a du bénévolat, qui est hors temps de travail. On a du mécénat de compétences. Donc, on a 120 personnes actuellement en mécénat, et dont une d'ailleurs qui est chez vous à Marly, si je ne me trompe pas. On fait aussi beaucoup d'actions pro bono, où en fait nos savoir-faire professionnels en fait, aident à des associations et des ONG. Et puis enfin, effectivement, on a tout ce qui est team building solidaire qui sont sur temps de travail. Donc en fait, c'est assez, c'est quelque chose d'assez intuitif. Vous êtes une direction d'AXA, financière, marketing, ce que vous voulez, et vous voulez faire votre séminaire en fait, annuel avec vos équipes, eh ben, ils vont missionner AXA Tout Cœur pour organiser un atelier solidaire pour cette équipe. Voilà. Et quand ils le souhaitent, et c'est de plus en plus le cas, ils nous demandent de le faire sur l'environnement. Et dans ces cas-là, on est ravis de le faire notamment avec l'ONF, puisque grâce à ce partenariat, on a un accès, je dirais, facilité à l'ONF, à vos sites, Rambouillet, Marly ou d'autres, pour organiser cette unique solidaire sur site avec l'ONF. Alors, par rapport à la question qui était posée du coup par Frédéric, qu'est-ce que ça apporte à l'ONF et qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, c'est très efficace et très concret comme aide, en fait, un teaming solidaire, puisque vous avez les plus petits, il y a une dizaine de personnes, donc là c'est plutôt du solitaire, et puis les plus gros, il y a 1000 personnes, donc là c'est du vrai solidaire. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un compas très large d'affluence, mais quel que soit le nombre de personnes participantes, chaque fois, on se retrousse les manches, on mouille le maillot et on fait des choses très concrètes. Donc, bien sûr qu'il y a un côté financier, bien sûr qu'il y a un côté soutien en argent, mais en fait, le plus important pour nous, c'est vraiment que les collaborateurs puissent s'engager et aient une action concrète. Donc, en fait, ce qui va être vraiment bien, c'est que, et souvent, je pense à Ambroise ou Alban ou d'autres qui sont là, mais souvent, les gens de l'ONF nous disent après, c'est super parce que grâce à vous, ça vient un peu de nous aider. C'est un peu notre métier de débroussailler les forêts, de planter des chênes, de s'occuper des sites, évidemment, c'est votre travail à plein de temps, mais d'avoir tout d'un coup 200 personnes d'AXA qui débarquent et qui vont en un après-midi débroussailler tout un site ou avant l'hiver construire des abris pour des animaux, etc. C'est vrai que c'est chaque fois une main-d'œuvre qui est la bienvenue. Donc je pense qu'il y a une vraie aide du coup pour l'ONF. Une aide aussi qu'on donne, c'est on a un programme qui s'appelle Crescendo, qui est un programme d'accompagnement pour nos nouveaux cadres dirigeants. Et en fait, là, cette année, ils ont fait un programme de soutien à l'ONF sur tout ce qui était stratégie commerciale pour le site de l'espace Rambouillet. Et donc, ça a aidé vraiment justement à entraîner plus de visites de la part plus de clients, on va dire. Donc ça, c'était bien.
Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'en fait, ça aide aussi à faire connaître l'ONF. En fait, l'ONF, vous disiez, vous rappelez que c'est la moitié des forêts françaises, mais en réalité, malheureusement, c'est pas toujours encore très connu, l'ONF. Et du coup, nos collaborateurs, en fait, suite à cette teaming solidaire, connaissent en fait l'ONF, et après, ils reviennent, souvent en famille. Et on a parfois des feedbacks le lundi d'un collaborateur qu'on croise qui nous dit tiens, suite au teaming solidaire que vous avez fait, qui était super, nous, j'ai emmené mon mari, mes enfants visiter tel ou tel site de l'ONF, c'était génial, donc merci de nous avoir fait connaître l'ONF. Donc je dirais c'est ça vraiment la plus-value, c'est que c'est incarné, c'est du concret, et ça permet vraiment de mobiliser nos collaborateurs sur une aide très concrète pour l'ONF. Merci. Sabine, de votre côté, comment se sont déroulées donc, ces journées de team building et quel sens vous donnez à cette démarche au sein de l'entreprise? C'était difficile. On a beaucoup travaillé. On n'a pas l'habitude, on est dans des bureaux d'habitude. Non, je vous taquine un peu, mais effectivement, nous, chez Gessina, on a une tradition depuis quelques années, enfin une pratique, qui est, on a une journée, ce qu'on appelle la journée solidaire, et on a une journée dans l'année où l'ensemble de l'entreprise s'arrête, s'arrête de travailler pour l'entreprise, et l'ensemble des salariés vont travailler pour des associations, des partenaires, des initiatives qui sont généralement des partenaires qu'on soutient déjà par le biais de la fondation, donc qu'on soutient financièrement, mais on souhaite aussi soutenir différemment. Globalement, tout ce qu'a dit Clément, on va se retrouver à peu près dans la même ligne en termes de centre d'intérêt. Nous, le sujet, comme je vous le disais, c'est qu'on veut vraiment être acteur au sens large. C'est-à-dire qu'on veut... j'ai pas précisé tout à l'heure sur la petite fiche, on a lancé un label, un programme qui s'appelle Utile Ensemble. Et c'est cette idée que de toutes les manières, pour répondre à tous ces enjeux sociétaux, dont les sujets environnementaux, en fait, chacun doit être acteur. Et alors, on l'est en tant qu'entreprise. Juste avant, j'intervenais dans une table ronde sur le salarié peut-il sauver le monde ? Oui, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit logé juste au niveau de quelques personnes dans une entreprise. Je pense que c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, les politiques, les associations, les ONG, et qu'à travers tout ça, on crée un écosystème d'acteurs, hein, on crée des liens. Et donc nous, on a cette obsession d'être à la fois quelque part, je vais dire un peu un guide, mais c'est d'être un peu une référence, enfin d'y aller en tant qu'entreprise. Et je pense que ça autorise dans leur tête, quelque part, les collaborateurs à exprimer aussi leurs envies, à être acteurs également. C'est-à-dire que je pense que si on était dans des entreprises où on a des directions générales qui disent c'est pas le sujet, en fait, ma préoccupation c'est pas d'aller sauver les arbres, c'est pas d'aller sauver les océans, c'est pas de préserver la planète sous une forme ou sous une autre, chacun irait faire son travail ou n'irait pas dans cette entreprise. Voilà. Donc on a quand même cette obsession et qui se traduit de façon très concrète, en effet, donc en allant vous aider, mais qui se traduit aussi par un véritable élément de fierté, je pense, aussi pour les collaborateurs. Donc il y a ce travail concret, et je ne développerai pas plus parce que Clément l'a très bien fait. Et je pense qu'il y a aussi à un moment donné, ça participe à une identité d'entreprise. Ce moment annuel est attendu par les collaborateurs. Avec qui allons-nous travailler, pour qui et puis en effet, il y a un effet de team building parce qu'on se retrouve dans des conditions en fait qui sont assez improbables pour nous en réalité. Et puis on apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc je pense que ça a des impacts positifs à des niveaux très différents. Quand on a préparé cette table ronde, on avait parlé d'une anecdote sur un chantier auquel vous avez Oui, l'an dernier, alors en plus participé. j'y étais. Moi, j'étais physiquement en train de vous réparer une mare. On était toute une bande à enlever les trucs. Bref. Et donc, vous nous aviez prévu, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, pour travailler ce sujet-là. Je pense qu'en 1h30, l'affaire était pliée. Et donc, ça montrait aussi la force du collectif. Je pense qu'on avait un peu du mal à imaginer que ces personnes-là allaient, dans un temps aussi rapide, finalement, traiter le sujet. Mais je pense que tout le monde y a mis du cœur à l'ouvrage aussi. On avait envie et donc, ça nous a permis, finalement, de vous aider à aller élaguer d'autres coins, d'autres haies, d'autres arbres, etc. Donc, c'était assez amusant. C'était très plaisant, même. Ouais. Et Clément, de votre côté, quand on a préparé effectivement la table ronde, vous m'aviez parlé du lien qui se crée finalement avec les forestiers, leur métier passion, etc. Est-ce que ça peut vous apporter oui. Par rapport à la pédagogie en fait
Ce qui nous plaît beaucoup, c'est que c'est travailler avec des entreprises ou des ONG ou des associations qui sont des passionnés. Et c'est le cas de l'ONF. C'est vrai que vos salariés, vos bénévoles, on voit que c'est des vrais, quoi. C'est des passionnés de la nature, de la forêt, des animaux. Et du coup, on aime bien travailler avec vous. Et à un tel point que maintenant, on crée même des événements, notamment les Forts du Cœur, je vois quelle banque opine. On crée des événements maintenant un peu ex nihilo, organisés par AXA tout cœur avec l'ONF, où il y a le côté, effectivement, comme ça a été dit, des broussaillers, élagués, il y a tout ce côté un peu chantier, nature, ok. Mais il y a aussi, par exemple, maintenant, on va faire des visites de sites. Le Fort du Trou d'Enfer, on va visiter, ou d'autres sites. Là, en ce moment, ça paraît un peu anecdotique, mais là, vous savez, c'est le mois de septembre, donc c'est le mois du brame du cerf. Et donc, il y en a qui veulent aller faire une virée à Rambouillet pour écouter les cerfs bramer. Enfin, il y a un emballement, parce que comme c'est du concret, que c'est du vécu, ça plaît beaucoup, ça fait authentique. Et moi, je rejoins ce qu'a dit Sabine, et je me permets d'y insister. Moi, je pense qu'en fait, il y a de plus en plus une importance qui est mise sur l'action concrète des collaborateurs, qui ne remplace pas, ça a été dit, ce que fait l'entreprise, bien sûr, parce que c'est vrai qu'une grosse boîte comme AXA ou d'autres, le fait qu'on ne va pas investir sur du carbone ou pas, c'est un impact évidemment qui est énorme, qu'un petit collaborateur, entre guillemets, aurait du mal à... Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a une conscience à la fois de la société et de nos collaborateurs que si ce qui est proclamé en haut et ce qui est affiché par nos investissements n'est pas traduit par des choses toutes concrètes des collaborateurs, c'est un peu fake en fait, c'est un peu du pipeau, quoi. C'est un peu du discours. Donc du coup, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui cette phase de triple engagement qui doit être très fort. Le collaborateur pour l'entreprise, ça c'est un peu le boulot de la RH. L'entreprise pour la société, ça c'est le travail de la RSE. Et puis le collaborateur pour la société, ça c'est le travail de tout ce qui est action solidaire, chantier, etc. Voilà. Et quand les trois vont un peu ensemble, là je trouve qu'une entreprise elle est super forte. Je pense, si je peux rajouter un petit quelque chose, mais c'est toujours dans les sujets d'immobilier, on a un sujet d'urbanisation en réalité. Enfin, on devient tous des urbains, majoritairement dans la population, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle. Et le fait de tous devenir des urbains, on s'est un peu déconnecté de la nature malgré tout. Et je pense que ça apporte ça aussi, que les gens ont besoin de se reconnecter à la nature. Absolument. Et ce, de façon utile. Donc là, ça répond, à mon avis, à ces deux besoins aussi. Tout à fait vrai. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous avez insisté sur le caractère concret, mais qui prend une dimension bien plus importante que la seule action qu'on fait. Et donc je vais donner la parole à Karima sur le sujet de préparer la forêt de demain. Donc on l'a dit tout à l'heure, Gigos, notre partenaire historique depuis 50 ans, notre partenaire de cœur. Et on le voit faire aussi le petit logo de Un bébé, un arbre. Hein. Et voilà, donc une question. Alors, on n'a pas les chiffres sur 50 ans, on est en train de les rechercher, mais on a les chiffres sur 30 ans. Et les chiffres sur 30 ans sont effectivement impressionnants. 155 forêts, 860 000 arbres plantés donc, depuis 30 ans. Donc on imagine sans doute 1,3 million depuis 50 ans environ. Comment concrètement se construit chaque année l'opération Un bébé, un arbre? Comment sont choisies les parcelles? Comment fonctionne en fait notre relation? Voilà, si vous pouvez en parler. Alors, il y a une première étape qui est assez compliquée, qui est le choix en fait des parcelles à reboiser. En fait, on lance via l'ONF un appel à candidature. Et là, on a des antennes en fait, régionales de l'ONF qui postulent. Donc, on leur demande de nous expliquer en fait, le projet de reboisement en quelques lignes. On en a une centaine environ qui sont remontées chaque année. Et ensuite, on se réunit avec du coup l'ONF et les équipes de Frédéric pour choisir quelles sont les parcelles qu'on va reboiser sur une année N. Et pour ce faire, on a différents critères en fait, de choix. On va commencer par répertorier les forêts qui ont un besoin, on va dire, immédiat, donc qui ont été soit victimes d'incendies, soit victimes d'attaques d'insectes, donc des besoins très spécifiques en termes d'intervention. Ensuite, on va privilégier des sites qui peuvent accueillir différents types d'essences pour en fait travailler sur le côté biodiversité des parcelles. Donc on a aussi beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là.
Et depuis quelques années, on a de plus en plus des régions qui postulent pour avoir un reboisement qu'on appelle expérimental, avec des essences expérimentales qui permettent en fait de tester pour certaines essences l'adaptabilité en fait au changement climatique. Donc cette année, par exemple, on en a pris une dans le Var, donc près de Marseille, où on va aller planter justement des essences résistantes au changement climatique. Et c'est vers ce type, du coup, de projet qu'on s'insère beaucoup aujourd'hui et qui permettent, du coup, de, bien évidemment, lutter contre le réchauffement climatique derrière. Merci Karima. Et comment est-ce que vous mobilisez finalement donc, vos collaborateurs chez Gigos, mais aussi les parents des bébés parrains? Comment vous mobilisez les autres parties prenantes de vos actions, maternité, secteur médical, etc. Et comment vous démultipliez votre message? Alors en fait, chaque année, on va choisir un projet qu'on va mettre en lumière de différentes manières en interne et auprès de l'ONF. C'est pas forcément un choix qu'on fait en interne. Par exemple, en 2016, il y a eu un énorme incendie qui a ravagé la forêt près des Pennes Mirabeau. Donc pour pouvoir, donc ils ont postulé comme n'importe qui, donc ils nous ont sollicité pour reboiser via l'opération Un bébé un arbre, puisque la partie régénérescence naturelle de la forêt en fait a pas totalement fonctionné sur l'ensemble des parcelles. Du coup, c'est la commune à ce moment-là qui, via l'ONF, a monté un dossier pour qu'on puisse financer en fait le reboisement de ces parcelles-là. Donc, on a travaillé avec eux avec notre direction régionale, avec les différentes entités sur place, des maternités, des écoles. Donc, il y a eu une replantation qui s'est faite en fait sur 2 jours. La première journée, on a eu 500 écoliers qui sont venus pour aller replanter la parcelle. Le lendemain, on a eu toutes les maternités en fait environnantes et les membres du coup de cette maternité qui sont venus mettre la main à la pâte avec les équipes de l'ONF et nos équipes, ce qui nous permet, à travers ce type d'opération-là, de sensibiliser en fait les gens sur le rôle très important que jouent les forêts dans les écosystèmes environnementaux aujourd'hui et aussi sur la biodiversité du coup. Merci beaucoup. Et donc, ça va faire le lien avec notre dernière thématique, éduquer et sensibiliser à la biodiversité. L'importance de faire passer des messages, de sensibiliser aux enjeux. Et c'est vrai qu'à travers l'opération Un bébé, un arbre, on a en plus une symbolique de la graine et de cet enfant qui va grandir finalement en même temps que son arbre. Et donc cette thématique de l'accueil du public en forêt, de l'éducation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, en tout cas de l'éducation à l'éco-citoyenneté, sont vraiment au cœur de nos missions. Puisqu'on a une gestion multifonctionnelle et à la fois économique, de protection et d'accueil. Ça fait vraiment partie des missions qui nous ont été confiées par l'État. Et donc cette éducation à l'environnement fait partie intégrante des projets qui sont soutenus par Gecina et AXA. Donc Sabine, vous avez soutenu des projets d'accès à tous à la forêt, c'est-à-dire à tous les handicaps, et tout récemment aussi des projets à destination des personnes âgées en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, votre soutien à ces publics fragiles? En fait, effectivement, le soutien, il est alors, il est financier à l'origine, mais il va financer aussi bien des opérations, j'allais dire un peu dans le dur, dans le hard, mais aussi des opérations d'accompagnement et de sensibilisation. Alors, si je prends l'exemple, effectivement, du travail qu'on a fait notamment en forêt de Sénart, où il y avait 2 volets. Un qui était l'aménagement, effectivement, de l'accessibilité sur le site de la Faisanderie, et notamment pour des personnes à mobilité réduite. Donc peut-être pour resituer, donc c'est un massif forestier de Sénart, il y a à peu près 3400 hectares, si je ne dis pas de bêtises. Il y a à peu près 3 millions de visiteurs qui viennent par an, donc c'est assez visité. Et il y avait un sujet d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a participé au financement de cette accessibilité.
avec des mises aux normes de bâtiments, de réfectoires, de toilettes, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y avait également un deuxième volet qui était celui de la sensibilisation des publics à ces sujets de la biodiversité et notamment donc avec un travail avec la mise en place d'un travail autour de la compréhension de la vie des abeilles en travaillant spécifiquement avec un acteur que le Rucher, voilà, école Grosbois, je reprends mes notes parce que je n'avais pas retenu le nom par cœur. Donc il y a eu ce sujet-là, il y a eu la plantation aussi d'une centaine d'arbres fruitiers et puis d'animation pédagogique autour de ces thématiques-là, autour du travail des ruches, autour de l'impact de la plantation de ces arbres, enfin voilà, le financement de tout le matériel pédagogique qui va avec. Donc ça, c'est un type de financement de projet. Alors on en a eu un autre qui était assez, je trouve, original, en tout cas avant qu'on le travaille ensemble, je n'ai personnellement jamais entendu parler de ces sujets-là, qui est notamment pour les personnes qui sont en EHPAD, qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller finalement dans ces forêts ou d'aller à la rencontre de la biodiversité. C'était de faire le chemin inverse. Où c'est la biodiversité qui vient à la forêt, mais alors pas n'importe quelle biodiversité, ce sont des rapaces. Donc ça s'appelle la chouette thérapie, où effectivement il y a un travail qui a été réalisé avec des fauconniers, les rapaces ayant visiblement certaines vertus thérapeutiques apaisantes pour certaines formes de handicap. Et donc il y a eu ce travail qui a été fait donc, à des fins thérapeutiques et en même temps à des fins de sensibilisation, de pédagogie, de meilleure compréhension de ce que sont ces espèces, de comment les protéger également. Et donc ça, en 2019, il y a à peu près 1000 patients en fait, qui ont bénéficié de ce système-là, qui sera potentiellement renouvelé l'année prochaine. Voilà, ça, on le saura prochainement. Voilà, c'est le type d'initiative. Et après, plus largement, sur la sensibilisation, je profite du timing en plus pour vous en tenir informé. Gessina, on est partenaire du Forum international de la météo et du climat. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement qui se tient chaque année sur le forum, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, et qui est mis en place par Jean Jouzel, le prix Nobel de la paix, vous savez, sur les sujets de réchauffement climatique. Et cette année, plus spécifiquement, la thématique porte sur la préservation de la biodiversité. Donc nous aurons un stand Gessina et l'ONF nous fait l'honneur, le plaisir, enfin voilà, d'être présents sur le stand pour mettre en place aussi des actions de sensibilisation. Le stand étant ouvert au grand public, donc tout à chacun peut venir. Les 2 premiers jours sont consacrés plutôt au public des écoliers, des enfants, et puis donc le jeudi, vendredi, et puis le week-end est consacré au public des adultes. Donc vous pouvez venir du 14 au 18 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Oui, Sabine, vous m'aviez parlé, quand on a échangé, de la difficulté de transmettre les savoirs sur le thème de la biodiversité. C'est le moment où je passe mon coup de gueule. En 2 mots, parce que je voudrais qu'on laisse aussi la place aux questions. Non, mais c'est parce qu'effectivement, quand on a préparé, j'expliquais... donc, moi, dans le cadre de mes fonctions... je ne sais pas si tout le monde, selon le métier que vous faites, selon votre activité, on sait plus ou moins, mais que les entreprises, en général, sont évaluées sur ce qu'on appelle leur performance extra-financière. Elles sont évaluées sur leur performance financière, mais elles sont également évaluées sur leur performance extra-financière. Donc, en gros, c'est la performance de tout ce qui ne se compte pas en euros, quoi. Et quand on regarde sur quoi on nous évalue sur un certain nombre de sujets, qui peuvent être effectivement de nos émissions de carbone, notre performance en énergie, la diversité, le taux, je sais pas, de handicap, etc. Enfin, bon, il y a plein de critères qui existent, intéressants. Mais alors, vraiment jamais sur les sujets de biodiversité. Et c'est un peu mon coup de gueule, c'est ce que j'expliquais à Frédéric, parce que je pense que s'il y a un sujet, en tout cas sur la partie environnementale, je disais en réalité, si on avait un seul sujet à traiter, je pense que c'est celui-ci. Qui est préserver le monde du vivant, tout simplement, en réalité. Sauf que on ne sait pas le mesurer. Et c'est là, je pense que c'est la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas évalués sur ces sujets-là. C'est qu'on ne sait pas le mesurer. Et donc voilà, c'est un peu mon obsession et mon coup de gueule du moment, à me dire mais comment sensibiliser les investisseurs pour que quand ils nous évaluent aussi sur notre performance en biodiversité. Et je pense que c'est à nous,
de travailler à construire les indicateurs qui disent si le monde du vivant va bien ou le monde du vivant ne va pas bien. Alors après, comment faire, je ne sais pas. On a un enjeu commun de construction Voilà, là-dessus. Et donc je pense que je crois beaucoup dans l'intelligence collective pour qu'on arrive à faire ça. Merci. Clément, de votre côté, donc vous soutenez également des actions d'éducation, donc plutôt envers les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Déjà, avant de vous parler de ça, moi, je me reconnais tout à fait dans ce qu'a dit Sabine. Je pense qu'effectivement, on est devenus tous un peu des urbains. La France, il y a encore quelques siècles, 99% des gens étaient des paysans. Maintenant, je crois que ça va être 2-3%. Donc, il y a un basculement dingue. Et donc, les sujets d'environnement et d'écologie, ils sont à la mode et c'est tant mieux. Mais en réalité, il faut être honnête, personne n'y connaît rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une espèce de méconnaissance de la nature, de la forêt, de l'environnement qui est dingue. Et très souvent, c'est d'ailleurs souvent un peu une blague, parce qu'on voit que dans les événements qu'on fait avec l'ONF, on a toujours des bénévoles qui posent des questions, ça laisse pantois, quoi, sur l'environnement, sur la forêt, sur les saisons, enfin, des choses de base qui sont plus tout acquises. Et moi, le premier d'ailleurs. Hein. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire. On ne sait plus faire, vous voyez, on a perdu beaucoup de repères. Moi, pour l'anecdote, j'ai emmené mes enfants dans une ferme là, cet été. On est allé en Bretagne passer une semaine là, chez des amis. Il y avait des animaux et j'ai voulu faire le malin. J'ai voulu traire une vache. J'ai failli prendre un coup de sabot. Après, j'ai cherché à traire une chèvre. Là, j'ai mis 1 heure à arriver à la traire. Enfin, on ne sait plus faire des choses qui, pourtant, à l'époque de nos grands-parents et grands-parents, étaient évidentes, quoi. Donc, on n'a pas les photos de ça. Alors, je les avais, mais je les ai supprimées. Donc, je pense qu'il faut commencer un peu par ce travail d'humilité, de voir qu'en fait, on ne sait plus tellement faire et que du coup, il faut apprendre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut des choses très concrètes, encore une fois, des chantiers nature, des opérations avec des pros qui nous enseignent, qui nous transmettent ce savoir-faire qu'on a oublié. Donc, ça, c'est une première chose. Et du coup, nous, on est très investis sur tout ce qui est transmission un peu de ces connaissances. Et donc, comme je vous disais en début d'intervention, on finance l'école de la campagne et de la forêt, qui est une école du coup qui est à Marly, qui accueille 8000 enfants par an, donc c'est quand même un effort assez important. Et donc les enfants, ils viennent avec leur classe, avec leur professeur, et ils passent une après-midi pour prendre des empreintes d'animaux, pour apprendre un peu, qu'on leur explique un peu comment marche justement la forêt, etc., les animaux. Donc c'est très intéressant. Et en plus, le site de Marly, c'est un site qui est assez historique. C'est l'ancienne chasse... une ancienne chasse présidentielle, un ancien domaine royal, puis maintenant une chasse présidentielle. Ça paraît maintenant un peu passé de mode tout ça, mais encore à l'époque de Giscard d'Estaing, quand il était président, il chassait en fait à Marly, pour l'anecdote. Donc c'est un environnement qui était très tourné sur la chasse, qu'il est plus maintenant. Maintenant c'est plutôt l'affaire du bois, mais ça reste, il y a encore des chasses qui sont organisées de temps en temps, je crois, mais ça reste très maintenant tourné sur la transmission, sur le partage de connaissances, avec différentes animations. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un mécène acteur, donc quelqu'un qui est en mécène compétences, qui est là-bas, et qui est quelqu'un qui est assez investi sur tout ce qui est filière du bois. Donc c'est quelqu'un qui a une formation par ailleurs en amateur, mais de menuisier ou d'ébénisterie. Et donc il forme, en fait, il enseigne les enfants sur tout ce qui est la filière du bois. C'est-à-dire qu'il leur explique, de la forêt de l'ONF jusqu'à le meuble que vous avez chez vous, en fait, comment ça se passe, les différentes étapes. Et donc il y a une sensibilisation à ces métiers. Et pour moi, c'est aussi un des combats qu'il faut mener, parce qu'on peut faire des grands moulinets et des grandes déclarations sur l'environnement, mais ce n'est pas qu'une question de forêt ou d'environnement, c'est aussi une question de filière de travail. Vous voyez, il faut aussi rester des filières de... le bois, c'est une énergie renouvelable formidable, il faut en parler, il faut que ça se vende, Donc il y a toute la filière le bois de chauffage, il y a l'ébénisterie, il y a toutes ces choses qui autrefois on faisait en bois, qu'on se remet à faire en bois peut-être. Vous savez que maintenant, de plus en plus de bâtiments, on revient des armatures en bois, alors qu'on est passé au tout béton pendant très longtemps, on revient en bois comme armature. Donc il y a plein de choses intéressantes qu'il faut pousser, au-delà du côté un peu, la forêt, c'est joli, tout ça, ok, mais il faut aller plus loin en termes de formation. Ça, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez été très bavard, donc il nous reste 5 minutes pour les questions, mais en fait, Clément m'a tendu une perche pour conclure. Alors, on voulait aussi parler de la biodiversité dans les DOM-TOM. C'est un sujet qui est très important, puisque 6 millions
d'hectares de forêt sur les 11 millions que nous gérons se trouvent dans les dom-toms, et les entreprises aussi sont souvent implantées dans ces territoires d'outre-mer. Donc c'est un sujet qui est important. Mais je vais rebondir sur le sujet du bois et de la filière, parce que vous avez pu voir aussi à travers toutes ces interventions toute la multiplicité des services que nous rend la forêt. Elle nous abrite, elle nous chauffe, elle nous fournit le matériau essentiel pour fabriquer des masques. L'ONF ne s'est pas arrêté de travailler pendant le confinement parce qu'on a dû alimenter toute la filière bois, des palettes, du papier, du carton et de la fabrication des masques. Donc c'est un exemple d'utilisation de la ressource bois. Et puis elle nous protège, elle protège le littoral, la montagne, elle nous accueille pour tout ce dont on a parlé. Donc merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez pu voir que le mécénat d'entreprise, finalement, c'est un carrefour de rencontres, et c'est ça qui est important. Et vous avez raconté de belles histoires, je vous en remercie. Je vous remercie aussi pour votre soutien et votre fidélité. Et j'espère que ces retours d'expérience seront une source d'inspiration pour d'autres entreprises présentes dans la salle. Voilà. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, apparemment le module ne marche pas, mais vous pouvez les poser de vive voix. Et le temps étant compté, on sera disponible également à la sortie de la salle ou sur notre stand pour vous répondre. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants? Oui. J'ai une première question pour le choix des essences on va dire, nouvelles ou exotiques que vous choisissez. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Parce qu'il me semble qu'en fonction de l'essence qu'on choisit, ça peut présenter des risques pour la biodiversité ou des risques d'invasion, de mauvaise adaptation de cette essence. Comment est-ce que c'est géré je vais répondre brièvement, et après je te laisserai peut-être la parole, Frédéric. Tout à fait, merci. Peut-être que quand je dis, c'est pas des essences exotiques, c'est vraiment des essences qui sont adaptées à nos milieux. Et je ne sais pas si tu as plus de. Oui. En fait, sur le détail. Il y a deux niveaux de réponse. Déjà, il faut savoir qu'en forêt publique, 80% de nos actions de régénération, c'est de la régénération naturelle. On laisse la nature faire. Et puis il y a des cas, comme dans le cas du changement climatique et des accidents climatiques auxquels Karima a fait référence tout à l'heure, on est obligé de planter parce qu'il faut parfois changer d'essence, comme par exemple les freinets qui sont touchés aujourd'hui par la calarose, qui est un champignon, on est obligé de choisir une autre essence. Sinon, les arbres ne pousseraient pas. Et donc là, on va planter des essences qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui, qui sont adaptées au sol, qui sont adaptées aussi à tout un tas de contraintes locales et aussi aux attentes du public. On ne va pas faire la même sylviculture dans des forêts du Grand Est, en territoire rural et aux portes de Paris. Donc ça, tous ces éléments-là sont pris en compte dans le choix des essences. Et ensuite, il y a des essences aussi qui sont autorisées par des listes. Les plants qu'on plante sont des plants qui sont certifiés dans le cadre d'un process très sérieux de suivi des provenances et de la qualité génétique des arbres qui sont plantés. Quand on plante un arbre, c'est pour dans 150 ans. Donc on est obligé d'être tout le temps dans ce temps long du forestier. Et donc il y a le sujet de l'adaptabilité au climat, puisque comme on est dans ce temps long, effectivement, ce qu'on choisit comme essence aujourd'hui, il faut qu'on anticipe le réchauffement climatique. Et là, c'est toute la difficulté qu'on a, puisqu'on n'est plus dans notre situation habituelle où on a le savoir-faire, l'observation, ce qui s'est passé avant, qu'on connaît. Et de la simple observation, on est obligé de tester des nouvelles essences. Et elles sont testées en général dans le cadre de programmes qu'on mène, des programmes de recherche et développement qu'on mène avec d'autres partenaires du monde scientifique, l'INRA, le CNRS, les universités. Et donc, ce n'est pas de l'expérimentation rapide, c'est vraiment des choses qui sont tout à fait suivies, et notamment on a une remontée des essences on teste des essences méditerranéennes ou des provenances méditerranéennes sur les territoires du Grand Est par exemple. Le projet Giono, on a utilisé des provenances de la Sainte-Baume qu'on a acclimatées pour le climat de Verdun, et on observe leur croissance, mais on aura les résultats que dans 10 ans. Oui. Pour voir en ce moment les pins mourir dans le sud de la France.
tester des espèces de type africaine sur la région sud? Alors, on fait des tests, pas vraiment, enfin pas africains, mais du pourtour méditerranéen, par exemple, des cèdres qui viennent des cèdres du Liban ou des cèdres de l'Atlas, oui. On teste aussi des essences californiennes, par exemple, notamment le calocèdre. Voilà, donc des essences qui normalement se trouvent dans des climats plus chauds aujourd'hui que ça ne l'est chez nous, en prévision du réchauffement de demain, quoi. C'est pas moi qui choisis les essences. En fait, on choisit, on essaye avec Karima d'une année sur l'autre d'avoir une diversité, d'avoir des résineux, d'avoir des feuillus. Mais c'est sur la parcelle, effectivement, c'est pas Guigos qui choisit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On me laisse pas. Oui. Là. Quels sont généralement les types de sols qui sont utilisés? Enfin, j'imagine que pas non plus, en France, que ce soit pour un environnement naturel ou artificiel, les sols sont quand même surexploités. Donc, comment est-ce qu'on trouve des parcelles en France pour faire ce type d'action? Alors, en fait, c'est une question qui est très forestière. Si vous voulez, éventuellement, on peut en parler. Je préfère, si vous avez des questions, vous avez des intervenants par rapport au mécénat d'entreprise et à ces différentes formes, au partenariat d'entreprise, vous pouvez éventuellement les poser. Sinon, je réponds volontiers s'il n'y a pas d'autres questions, ou alors on se voit à la sortie. Une question peut-être à un de nos intervenants? Alors, c'est un sujet qu'on est en train d'aborder avec l'ONF. Donc, on voudrait faire rentrer effectivement cette opération pour que ça compte, entre guillemets, dans le net zéro carbone. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout encore quelque chose qui est comptabilisé, malgré les 862 000 arbres qui ont été plantés. Il va falloir trouver une solution pour qu'on travaille ce côté-là ensemble. Mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas du tout encore... on n'a pas craqué encore le sujet. Voilà. Après, effectivement, l'ONF a une offre assez élargie de projets carbone, soit labellisés, soit non certifiés, ou bien certifiés à l'international, puisqu'on a une filiale ONF internationale. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, on a un expert du carbone dans notre équipe, donc vous pouvez échanger éventuellement avec Cyril à la sortie. Est-ce que j'ai encore 1 minute, monsieur, ou les suivants arrivent? Pas vraiment. Pas vraiment. Okay. Donc, juste pour répondre à monsieur, et puis on pourra se voir à la sortie. En France métropolitaine, on ne parle pas de reforestation. Pourquoi? Parce que on a déjà des grosses surfaces forestières. On est plutôt dans de la plantation ou dans de la reconstitution, mais sur des terrains qui étaient déjà, qui sont forestiers, en tout cas dans les forêts publiques. Après, on peut faire de la plantation ex nihilo sur des terres agricoles abandonnées, sur d'anciennes friches, etc., mais qui n'étaient pas de la forêt avant. Donc, on emploie rarement le terme reforestation, qui, en l'occurrence, est très adapté au contexte mondial, mais pas dans la gestion des forêts publiques françaises. Voilà. Mais bon, si vous voulez qu'on échange davantage, on peut se voir sur le stand. Merci à tous de votre participation. Merci à nos intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci.